Révise ton bac en SVT, la régulation de la glycémie, une affaire d'équilibre. Bienvenue dans Révise ton bac, le podcast qui t'aide à revoir les notions essentielles du programme de terminale, tout en découvrant les grandes expériences scientifiques. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet crucial, la régulation de la glycémie. C'est-à-dire comment ton corps maintient un taux de sucre stable dans ton sang, malgré les variations de ton alimentation ou de ton activité. Prêt à comprendre comment ton propre corps garde cet équilibre vital ? C'est parti. La glycémie, c'est la concentration de glucose dans le sang. En moyenne, elle est maintenue autour de 1 g par litre chez une personne en bonne santé. Mais cette stabilité est menacée à chaque repas, effort physique ou période de jeûne. Le corps doit donc disposer d'un système de régulation efficace pour éviter l'hypoglycémie, lorsqu'on n'a pas assez de sucre, ou l'hyperglycémie, au contraire lorsqu'on a trop de sucre. Comment la régulation de cette glycémie a-t-elle été découverte ? En 1921, 2 chercheurs canadiens, Frederick Banting et Charles Best, réalisent une expérience décisive. En retirant le pancréas à des chiens, ils provoquent une maladie semblable au diabète sucré. En injectant à ces chiens un extrait pancréatique, ils observent une normalisation de la glycémie. Ils viennent de découvrir l'insuline, une hormone clé dans la régulation du glucose sanguin. Cette avancée va sauver des millions de vies. D'ailleurs, Banting recevra le prix Nobel en 1923. Mais comment fonctionne ce pancréas ? Le pancréas, une glande située derrière l'estomac, contient des îlots de Langerhans où 2 types de cellules endocrines jouent un rôle crucial. Les cellules bêta qui sécrètent l'insuline lorsque la glycémie augmente, comme par exemple après un repas, les cellules alpha qui sécrètent le glucagon lorsque la glycémie diminue, entre des repas ou pendant un jeûne. 2 hormones au comportement différent. L'insuline agit comme une clé d'accès au glucose pour de nombreuses cellules. Elle va favoriser l'entrée du glucose dans les cellules, notamment les cellules des muscles squelettiques, du tissu adipeux ou de certaines cellules du foie. Une fois que ce glucose est entré, elle va favoriser le stockage de celui-ci, sous forme de glycogène dans le foie, glycogène hépatique, ou sous forme de glycogène musculaire dans les muscles. Elle va également favoriser l'entrée sous forme de lipides de ce glucose dans les cellules adipeuses, lorsque les réserves de glycogène sont saturées. Voyons maintenant le glycogène musculaire. Les muscles peuvent stocker une quantité importante de glucose sous forme de glycogène, mais ils ne peuvent pas le restituer au sang. Pourquoi ? Eh bien parce que les cellules musculaires ne possèdent pas l'enzyme glucose 6-phosphatase nécessaire pour libérer le glucose libre dans le sang. Résultat, le glycogène musculaire est utilisé exclusivement par les muscles eux-mêmes lors d'un effort. En revanche, le foie, lui, peut libérer du glucose car il possède cette enzyme. Voyons maintenant l'action du glucagon. En cas d'hypoglycémie, le glucagon stimule la glycogénolyse. En cas d'hypoglycémie, le glucagon stimule la glycogénolyse dans le foie, c'est-à-dire qu'il va permettre la dégradation du glycogène en glucose. Il va stimuler également la libération du glucose dans le sang pour établir une glycémie normale. Ainsi, on peut dire que ces 2 hormones, insuline et glucagon, fonctionnent de manière antagoniste, selon un rétrocontrôle négatif. Toute variation est compensée pour maintenir l'équilibre. Mais si on a découvert le fonctionnement des hormones insuline et glucagon au XXe siècle, dès le XIXe, Claude Bernard, un grand scientifique français, podcast qui lui est consacré sur cette chaîne, a fait une découverte capitale. En étudiant le foie, il va observer que cet organe contient une substance sucrée qu'il baptise glycogène. Il comprend que le foie est capable de libérer du glucose dans le sang, même lorsque aucun aliment n'a été absorbé. Il fera cette découverte grâce à sa célèbre expérience du foie lavé. Il introduira ainsi le concept d'homéostasie, c'est-à-dire la capacité du corps à maintenir un milieu intérieur stable, en l'occurrence là pour la glycémie. Ces travaux ont été à la base de la physiologie moderne. Mais que se passe-t-il lorsque ce système équilibré ne fonctionne plus ? Eh bien, lorsque l'équilibre est rompu, on peut voir apparaître une maladie qu'on appelle le diabète. C'est une maladie chronique qui perturbe l'équilibre entre la production et l'utilisation du glucose dans le sang. Le diabète se divise principalement en 2 types. Le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune. Il touche généralement de jeunes adultes et les enfants. Dans cette forme de diabète, le système immunitaire attaque et détruit les cellules bêta du pancréas, qui sont responsables de la production d'insuline. Sans insuline, le glucose reste dans le sang, entraînant une hyperglycémie. Il va se caractériser par une soif excessive, un besoin fréquent d'uriner avec une urine abondante, de la fatigue et une perte de poids inexpliquée. Les patients qui sont touchés par ce diabète de type 1 doivent recourir à des injections quotidiennes d'insuline pour réguler leur glycémie. Un contrôle strict de la glycémie est nécessaire pour éviter les complications à long terme, telles que les maladies cardiovasculaires, les problèmes rénaux ou encore la cécité, car cet excès de sucre dans le sang va perturber le fonctionnement des vaisseaux sanguins, dont ceux qui touchent les yeux. Un deuxième exemple de diabète existe, qu'on appelle le diabète de type 2, qui est résistant à l'insuline.
Le diabète de type 2 est plus courant et touche principalement les adultes, bien qu'il soit de plus en plus diagnostiqué chez les jeunes en raison de la hausse des problèmes liés au surpoids et à la sédentarité. Dans ce type de diabète, les cellules du corps deviennent progressivement résistantes à l'insuline. Cela signifie que même si le pancréas fonctionne et produit de l'insuline, celle-ci n'arrive plus à remplir son rôle et la glycémie reste élevée. On va constater des symptômes similaires au premier, avec en plus des problèmes de vision et une cicatrisation difficile des plaies. Le diabète de type 2 peut être géré avec des médicaments oraux qui améliorent la réponse du corps à l'insuline, mais dans certains cas, des injections d'insuline peuvent aussi être nécessaires. Une alimentation équilibrée, de l'exercice physique et une gestion du poids sont également des aspects essentiels pour contrôler cette forme de diabète. Attention, dans le cas d'un diabète, il y a des complications potentiellement à long terme. Elles peuvent être de plusieurs natures. Des problèmes cardiovasculaires, une augmentation du risque des maladies cardiaques et des AVC. Des néphropathies, des dommages aux reins qui peuvent entraîner une insuffisance rénale. Des neuropathies, des lésions nerveuses, notamment dans le pied, ce qui peut entraîner des amputations si elles ne sont pas soignées. Des rétinopathies, qui sont des atteintes des yeux pouvant conduire à la cécité si elle n'est pas prise en charge. Il existe un troisième type de diabète qui a une autre origine. Il s'agit du diabète gestationnel. Il va survenir durant la grossesse. Ce diabète peut affecter la mère et le bébé, augmentant le risque de complications obstétricales. Des accouchements prématurés, un bébé bien trop gros. Le diabète gestationnel peut souvent être contrôlé avec un régime alimentaire et de l'exercice, mais certaines femmes développent parfois un diabète de type 2 plus tard dans leur vie. Comment traiter le diabète, qu'il soit de type 1 ou 2 ? Eh bien, le traitement repose sur une surveillance régulière de la glycémie. La recherche en médecine a permis des progrès considérables, avec l'invention des pompes à insuline, qui permettent un apport plus constant et précis en insuline, particulièrement pour les diabétiques de type 1. Des médicaments innovants pour le diabète de type 2, de nouveaux médicaments comme les inhibiteurs de SGLT2 ou les agonistes de GLP1 qui ont permis de mieux contrôler la glycémie. On peut également envisager une transplantation du pancréas ou de cellules bêta, dans certains cas graves. Une transplantation de pancréas peut être envisagée pour restaurer la fonction insulinique, ce qui pose le problème de la disponibilité d'organes à greffer. Certaines technologies peuvent aussi être envisagées, notamment des capteurs qui en continu vont mesurer la glycémie et qui vont pouvoir être utilisés pour permettre aux patients de suivre leur taux de sucre sans avoir à se piquer plusieurs fois par jour. En résumé, le diabète est une maladie complexe qui touche des millions de personnes dans le monde. Les types 1 et 2 sont les formes principales, mais chacun a des mécanismes et des traitements spécifiques. Grâce aux avancées scientifiques, il est désormais possible de mieux contrôler la glycémie et de limiter les complications, bien que la prévention reste la meilleure solution. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le diabète dans Révise ton bac. Si vous voulez d'autres épisodes sur ce sujet ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez d'autres épisodes sur ce sujet ou d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et l'indiquer dans les commentaires.